Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Aujourd'hui, la question du vivre ensemble est en proie à une crise des fondements éthiques et juridiques qui ont déterminé l'évolution de la civilisation humaine. En effet, l'humanité est devenue prisonnière d'insurmontables contradictions liées irréversiblement au sentiment planétaire de la mégestion du vivre ensemble. À titre d'interrogation interpellatrice, Roland Barthes débute son cours en mars 1977, au Collège de France, à la chaire de sémiologie littéraire en l'intitulant « Comment vivre ensemble pour sonner le glas d'un monde en dérive morale de l'éthique du vivre ensemble ». Mais sommes-nous déjà suffisamment alertés pour nous rendre compte et prendre conscience du fait que cette question prend une tournure d'universalité démocratique, dans le sens de la recherche éperdue d'une conception de l'état de droit moderne, où les individus doivent être au cœur des finalités des démocraties actuelles? Il convient de considérer que la consécration juridique de l'état de droit suppose de soumettre la gestion permanente de ce dernier au service des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Dans une société politique mieux organisée, cette consécration juridique donne lieu à une reconnaissance universelle des droits de la personne humaine. Voilà pourquoi notre manière de poser le fond de la question du vivre ensemble au sens philosophique se distingue de celui d'un certain nombre de penseurs contemporains qui se sont cantonnés dans l'alibi théorique d'une urgence thématique de l'éthique du vivre ensemble. Il n'en demeure pas moins vrai que leur rapport scientifique était fondamentalement guidé vers une préoccupation brûlante, celle de répondre à une profonde dégénérescence de la vie communautaire dans notre modernité démocratique. Mais une telle tentative soulève toujours la pertinente question des soubassements philosophiques du vivre ensemble depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, la mise en lumière de cette question engage du même coup une recherche renouvelée de l'héritage philosophique des théories morales et politiques du vivre ensemble. Il s'agit de se donner la possibilité de saisir plus lucidement l'orientation vers laquelle sa quête progresse et se poursuit. Cependant, l'angoisse occidentale contemporaine de la perte d'une certitude triangulaire des Lumières, à savoir liberté, égalité, fraternité, fait la sourde oreille à la pleine et totale vérité du vivre ensemble en la déviant dans le sens théorique qui lui convient. Face à l'immensité du combat démocratique contemporain contre les effets pervers des pratiques discriminatoires qui vibrent au cœur des relations interhumaines et intercommunautaires, les États et les peuples doivent être capables d'organiser les hommes autour des valeurs universelles partagées et partageables pour la sauvegarde de la dignité du genre humain. Cette prise de conscience planétaire des effets pervers indignes se traduit par l'accomplissement des actes de violence envers ceux qui ne sont pas de la même race, de la même culture, et enfin de la même religion. Ces actes de violence sont devenus des sources inspiratrices d'une approche sociologique de l'éthique du vivre ensemble, qui semble fonder son espoir sur le dialogue interculturel et interreligieux. Cette approche sociologique privilégie l'invitation constante planétaire à la tolérance mutuelle et au respect de la différence, comme des gages éthiques pour la paix planétaire et la diversité aussi bien culturelle que religieuse. En fait, il s'agit de promouvoir l'exercice de la liberté d'expression culturelle et religieuse des hommes. La sauvegarde de cette liberté est fondamentale, sinon primordial pour un vivre ensemble pacifique des hommes. Il importe d'observer que cette démarche sociologique est réductrice. Elle sous-estime d'emblée l'ampleur de la question du vivre ensemble, et ne pousse pas plus loin l'analyse dans le contexte philosophique d'un rigoureux questionnement de sa portée éthique en politique. Elle ne s'emploie qu'à résoudre cette menace préjudiciable à l'idéal communautaire. La tendance étatique moderne de vouloir une volonté politique d'uniformisation culturelle ou d'atomisation culturelle des hommes habitant dans un espace communautaire. Cette volonté étatique de pouvoir rechercher la fédération des préférences idéologiques, culturelles et religieuses, demeure la source principale de la montée horrible de la crise de rationalité éthique du monde. Cette crise renvoie à la quête identitaire des majorités malaisées d'une part, et des minorités défavorisées d'autre part. Il est déterminant de savoir que toute concurrence culturelle identitaire plus ou moins conflictuelle ruine dans une certaine mesure un principe essentiel du vivre ensemble, la culture de vivre dans la différence sans indifférence. Il est cependant curieux de remarquer que les approches contemporaines proposées par l'Occident pour l'apprentissage du vivre ensemble appartiennent au phénomène richement complexe de leur intégration communautaire.
Elles semblent laisser en cruelle souffrance le continent noir, d'autant plus qu'elles sont loin de satisfaire leurs problèmes du vivre ensemble. En fait, l'origine du mal vivre ensemble de ce continent est intimement liée à la pauvreté éthique en politique dans laquelle et par laquelle les échecs de démocratisation et leurs conséquences, notamment la mauvaise gouvernance endémique, les violences politiques, les guerres fratricides ou interethniques, les viols et violences contre la dignité des êtres humains, sont des articles de variété chronique des pouvoirs politiques africains. Ce sont ces conflits de rationalité qui appauvrissent la volonté de l'État, comme volonté du vivre ensemble dans laquelle le pouvoir qui la dirige doit réintégrer la finalité de la politique comme finalité du vivre ensemble. Devant le sombre tableau des sociétés politiques modernes, peut-on mettre la démocratie au service du vivre ensemble ou rendre le vivre ensemble de plus en plus intelligible à l'oreille des États et des peuples ? Malgré plusieurs problèmes épineux et urgents actuels qui font que le vivre ensemble ne s'explique qu'en expliquant l'horizon des interrogations éthiques contemporaines de chaque continent, le but visé par notre regard philosophique se situe d'abord au-delà des particularismes idéologiques, communautaires, propres aux sciences sociales, pour saisir la vérité du vivre ensemble à travers la diversité des rationalités politiques antiques et modernes. Cette diversité doctrinale mettra à l'épreuve humaine des pratiques fondatrices et refondatrices de la marche morale progressive de l'histoire, pour concourir à la construction de l'expression universelle du vivre ensemble dans l'humanité. Aussi, est-il possible de saisir la profondeur éthique de la vérité du vivre ensemble ? En fait, qu'entendons-nous vraiment par vivre ensemble ? Il nous semble que le vivre ensemble se donne comme un concept quasiment simple à prononcer, et en même temps assez mystérieux à défricher. À défaut d'une étymologie qui pourrait certainement le clarifier, on retient que le verbe autant que l'adverbe semble porter une intense charge relationnelle sémantique, qui renvoie à l'impossibilité d'appréhender dans notre contexte théorique, un vivre seul et solitaire, plongé dans les vicissitudes angoissantes de la solitude de l'ego au sens où l'entend Arthur Schopenhauer. Mais l'histoire de la pensée politique pourrait permettre d'identifier les repères du processus d'émergence de la rationalité éthique du vivre ensemble, en cherchant toujours un lucide éclairage moderne, malgré l'emploi des termes, des compréhensions et des interprétations qui diffèrent d'une époque à une autre ou des débats et des théories qui se corrigent et se complètent au sujet de l'apprentissage du vivre ensemble. Cependant, on retrouve dans l'histoire de la littérature politique universelle des termes comme la vie en communauté, la vie en société, le vivre collectif, le vivre commun. Ces termes sont à peu de choses près du vivre ensemble ou semblables à lui. Par-delà tout, il nous faut surmonter cette naïveté comparative qui pourrait porter un grand dommage à la recherche de l'intelligence de l'éthique du vivre ensemble dans les démocraties contemporaines. Au contraire, il y a lieu de comprendre que ce ne sont pas les nuances conceptuelles qui importent, mais plutôt les réalités qu'elles recouvrent et qu'elles sont censées véhiculer. C'est ce qui fait que le vivre ensemble relève, en fin de compte, d'une toile de fond éthique pour l'organisation sociale des hommes et par conséquent, pour l'avenir de la démocratie mondiale. Ce faisant, l'apprentissage du vivre ensemble ne doit pas être posé comme une rhétorique politique planétaire vide de substance éthique. Le vivre ensemble est une éthique de la vie en société, la rhétorique politique en est une autre. Il s'agit de le clarifier comme un véritable sous-équipement éthique de notre obligation de culture démocratique moderne, en se plaçant au-dessus des pseudo-valeurs ou des anti-valeurs qui aggravent le mal tragique de la vie en société. Il est naturellement vrai que la démocratie se pense d'abord comme un ouvrage social du vivre ensemble, et que les hommes qui en sont les ouvriers sociaux doivent travailler inlassablement à cette entière et ultime finalité politique. De ce fait, la philosophie elle-même étant un art qui apprend aux hommes à vivre ensemble dans la société, pose cet idéal comme but commun et préjuge que l'homme progresse par degrés de prise de conscience pour pénétrer davantage par la raison, son mystère intelligible. Voilà pourquoi elle met en lumière que la justification de notre réflexion sur l'apprentissage du vivre ensemble en démocratie implique d'abord un retour nostalgique aux formes et aux conquêtes de l'héritage de la sagesse politique de l'humanité. Cette sagesse, aussi loin qu'elle remonte dans l'histoire, est censée toujours inspirer la recherche contemporaine des pistes rationnelles pour conjurer le désespoir humain, retrouver confiance en nous-mêmes et projeter un avenir humain meilleur du vivre ensemble. Car les dispositions éthiques d'une nouvelle espérance démocratique universelle
dépendent de notre capacité rationnelle de repenser l'obscurité morale d'une ère contemporaine en proie à la plénitude de la fausse conscience politique. C'est cette fausse conscience politique qui incite les hommes à vouloir toujours éteindre le feu de la violence par la violence seule. Cependant, la démocratie représente pour notre modernité politique la nouvelle conscience émancipée et émancipatrice des États et des peuples, mais elle contient aujourd'hui des éléments tragiques du vivre ensemble. Son visage de régime politique pour la promotion sociale du bonheur des citoyens semble donner de l'indignation populaire. Plus gravement encore, sa vocation du pouvoir du peuple s'égare de plus en plus dans le délire politique de la recherche des moyens pour la conquête du pouvoir au service de la gourmandise d'une majorité au grand mépris de la minorité. Cette crise morale aiguë du régime démocratique brise de fond en comble l'âme du pluralisme politique. Ainsi, pour épargner la démocratie du bourbier infernal de la tyrannie de la majorité, l'apprentissage du vivre ensemble doit se retrouver au cœur de la vie en société, chez soi, auprès de soi, à l'école, comme en tout lieu institutionnel et associatif. Voilà la seule issue morale glorieuse pour redonner aux citoyens la conscience de leurs devoirs, de leurs droits et libertés énoncés dans les constitutions étatiques. Une autre dimension de l'analyse est de comprendre que la démocratie n'est plus simplement un régime politique, mais un mode de vie, une éducation du genre humain, une expérience partagée et communiquée du vivre ensemble. Malheureusement, on voit actuellement que le vivre ensemble devient un centre de gravité thématique mondiale, constamment livré à l'envie politique qui développe ses angles les plus variés, et le manipule à tort et à travers parce qu'on croit devoir l'utiliser à toutes les fins possibles et en toute occasion politique. Ce concept dont on abuse, plus qu'aucun autre concept, ne prend qu'une résonance de moins en moins objective à cause du vide éthique que recouvre habituellement le langage du politiquement non raisonnable. Il est important de savoir que le vivre ensemble ne vaut que lui-même, c'est-à-dire sa propre essence, telle que la révélait la rationalité politique grecque d'une condition de possibilité de la perfectibilité des hommes dans la cité. C'est cette richesse éthique cachée ou oubliée, et notre ambitieux souci de renoncer à l'horrible image des sociétés politiques inégalitaires pour celles égalitaires qui nous portent à vouloir une aspiration universelle au meilleur lendemain du vivre ensemble. Car devant l'océan tumultueux et tentaculaire de la planète, thématiser le vivre ensemble exige de ramener des eaux vives contre la dissemblance internationale face aux défis majeurs de bonne gouvernance, du droit international, du vrai sens de la communauté internationale, du respect de la dignité de la personne humaine, de la garantie de la paix, de la sécurité et de la justice économique internationale. Ces défis planétaires sont indubitablement liés au vivre ensemble des États et des peuples, parce qu'ils traversent l'humanité entière. À ce titre, ils méritent de faire l'objet de notre réflexion. C'est sans doute le contexte contemporain dans lequel peut être posée et reprise une sérieuse problématique de l'apprentissage du vivre ensemble en démocratie. Nous allons donc analyser cet immense chantier philosophique en affirmant l'importance contemporaine d'entreprendre le questionnement du rapport trilogique entre l'éducation, la démocratie et le vivre ensemble, sous le double feu de l'observation et de l'expérience de la marche mondiale. Embrasser l'enjeu de la problématique de cette manière, c'est reconnaître la certitude selon laquelle les sociétés démocratiques contemporaines ne peuvent pas vouloir le vivre ensemble sans pourtant vouloir ses conditions d'institution. La démocratie ne peut prétendre accéder à la vérité du vivre ensemble que dans les quêtes, requêtes et enquêtes indéfinies de ces conditions indispensables. Chapitre 1 de l'héritage de l'apprentissage, du vivre ensemble dans l'Antiquité. Porter un regard sur les théories morales et politiques du VIe et VIIe siècle, c'est reconnaître que l'avènement contemporain de l'apprentissage du vivre ensemble est tributaire de l'héritage philosophique. C'est cet héritage qui a favorisé son émergence moderne. La précaution de revoir le paysage antique nous évitera une anticipation stérile et vaine de vouloir faire immédiatement un saut dans la reconnaissance de l'évidence de sa nécessité éthique actuelle. En effet, le vivre ensemble, aussi apparemment nouveau soit-il, laisse profiler derrière lui un héritage riche et parfois complexe. On comprend alors les multiples contextes et les embarras d'un certain nombre de penseurs dont les positions au sujet de la thématique du vivre ensemble sont issues d'abord de l'observation et de l'expérience des contradictions,
des incertitudes des sociétés politiques face à l'avenir des relations interhumaines et intercommunautaires. Pour ces penseurs, l'urgence d'éduquer l'homme selon le vivre ensemble paraît être la meilleure garantie éthique pour sa possible régénérescence morale. Cette régénérescence dépend étroitement de l'absolu respect des normes universelles de solidarité, de fraternité, de bienveillance et de sympathie. Mais le problème est de savoir comment cette éducation humaine au vivre ensemble gagnera-t-elle les États et les peuples ? Est-ce par le postulat d'une éthique de responsabilité politique commune du vivre ensemble, ou par celui d'une prise de conscience citoyenne mondiale du vivre ensemble ? Malgré un cortège de théories et de débats qui contribuent à l'indispensable culture moderne du vivre ensemble, une persistante inquiétude universelle demeure. Elle se traduit comme un malaise profond de l'incertitude de l'avenir de l'espèce humaine au sein des sociétés politiques modernes. À notre modeste sens, il est donc possible de trouver un trait d'universalité théorique qui n'altère pas la vérité du vivre ensemble. C'est ici le lieu de dire qu'au-delà des problèmes particuliers à un État ou à un peuple, la nécessité d'établir ou de rétablir le vivre ensemble pose en profondeur politique la question du lien social, les exigences éthiques et juridiques que recommande ce lien. À cet effet, notre analyse s'attache à ouvrir la démocratie comme un régime de la plénitude sociale du vivre ensemble. Or, la problématique philosophique des fondements éthiques et juridiques du vivre ensemble en démocratie, nous semble-t-il, n'a pas intéressé plusieurs penseurs contemporains. Au fond, établir le vivre ensemble et vouloir le cultiver entre les hommes exige un lien organique qui ne va pas naturellement de soi. Il importe de signaler que le vivre ensemble théorisé aujourd'hui n'est pas un mot qui vient de tomber du ciel pour servir miraculeusement la terre. Autrement dit, il n'est pas un mot sans histoire. Ainsi, pour le cerner au mieux possible et le traiter de front, il nous faut descendre jusqu'aux fondements éthiques et juridiques de la vie en société dont la fraîcheur théorique pourrait, tant s'en faut, ramener une particulière saveur morale de la rationalité politique contemporaine du sens de l'apprentissage du vivre ensemble en démocratie. C'est à partir de l'itinéraire philosophique de sa genèse que notre analyse va lentement et sûrement découvrir son essence. À vrai dire, l'interrogation sur le vivre ensemble demeure fondamentalement une interrogation sur l'histoire de la pensée politique, dans la mesure où son éternelle quête s'est offerte à l'homme depuis les origines de la civilisation égyptienne, grecque et romaine. Cette quête ou cette conquête du vivre ensemble revêtait une réalité d'appartenance et de participation des hommes à leur communauté. Autrement dit, lorsque plusieurs hommes vivent dans une communauté telle qu'ils puissent se considérer comme membres, parce qu'ils sont d'abord liés à une existence intimement apparentée, ils peuvent s'aimer ou se haïr les uns des autres, même lorsqu'ils prennent des directions inconciliables, menant apparemment à la désunion. Ils vivent peu ou prou l'expérience malheureuse ou heureuse de l'apprentissage du vivre ensemble. Une certaine position sociologique situe l'avènement du vivre ensemble dans le dévoilement de notre nature tantôt sociable, tantôt tyrannique. Il se découvrait dans sa forme rétrograde comme un besoin inhérent à la nature humaine, comparable à tous les besoins vitaux: se nourrir, se conserver et se protéger contre toute adversité existentielle. En effet, si le lion poursuit un animal plus faible que lui pour le dévorer, l'individu veut vivre et même mieux vivre. Il le veut nécessairement par l'activité humaine du travail dans son double aspect, soit libérateur, soit aliénateur, qui suppose une forme des relations interhumaines à la fois pacifiques et conflictuelles, instaurant la nécessité naturelle de la collaboration des hommes. Une autre position sociologique le situe dans les luttes historiques pour la défense des communautés. Dès son origine, le vivre ensemble s'est donc attaché au sentiment d'appartenance des hommes à une même communauté linguistique et religieuse. Il s'est culturellement accompagné d'une lutte atroce et sanglante, à l'image des guerres intercommunautaires. Comme chaque espace communautaire se caractérisait par l'existence d'un destin collectif, il fallait résoudre les problèmes communs par cet ensemble des hommes vivant dans cette communauté dans la mesure où chacun trouvait sa racine culturelle et spirituelle dans la nature collective de ces problèmes, avant d'imaginer ensemble les solutions collectives qui découlaient de leur organisation communautaire. Autrement dit, une sorte de prise de conscience des problèmes politiques, sociaux et économiques qui pesaient sur leur destin communautaire. Ce qui emportait quelquefois certains peuples à la conquête des terres étrangères,
en développant une ambition hégémonique en vue d'étendre leur domination sur les autres. On comprend aisément à quoi pourrait tendre cette volonté de vouloir vivre ensemble, et de se maintenir en vie ensemble. Devant une époque où la force et la puissance restaient la seule mesure du droit de lutter pour la survie du genre humain, la conquête des terres conduisait aussi bien à l'association des communautés qu'à la guerre intercommunautaire. Cette attitude guerrière se justifiait par le désir expansionniste et impérialiste d'avoir le droit absolu d'agir, de conquérir, de supprimer ou d'asservir les autres. Ce fut une forme implicite de la conquête la plus sanglante d'un léviathan communautaire qui était déjà à l'œuvre pour les peuples forts, et une quête de survie communautaire pour les peuples faibles. Il est naturellement pensable qu'un sentiment forcément primitif du vivre ensemble fut commun à tous les peuples, mais bien loin de l'image moderne embellie d'une communauté politiquement organisée pour vivre ensemble. Il s'exprimait dans les ensembles communautaires, certes réunis par la langue, la culture, la religion et la tradition, mais conflictuels entre eux. À l'instar des communautés d'Athènes, de Sparte, de Thèbes, de Corinthe, d'Argo et de Milet. Le magasin de l'histoire humaine s'est constitué d'une pluralité des formes communautaires et des cultures des peuples qui sont des expressions vécues et pratiquées, différentes les unes des autres du vivre ensemble. En fait, les hommes, en produisant les biens matériels et les œuvres spirituelles relatifs à l'amélioration de l'existence de leur communauté, ont aussi tour à tour produit inconsciemment les modes successifs du vivre ensemble. Le vivre ensemble se trouvait dans le fait d'être comme dans la manière d'être d'une communauté humaine. Voilà pourquoi la naissance des cités au VIe et VIIe siècle fut l'aboutissement d'un processus de groupement des formes claniques et ethniques de l'époque antique. Au cœur de ces cités, il existait des pouvoirs aristocratiques, les eupatrides, qui étaient privilégiés par la naissance ou par la fortune. Et chemin faisant, une nouvelle orientation de la vision politique de la cité plus soucieuse de la condition humaine s'imposa à la conscience de l'Antiquité politique, celle fondée sur la destination morale politique de tous les hommes au vivre ensemble pour la recherche du bien commun. Toutefois, la meilleure condition de vie de l'être humain demeure le problème central de la politique en tant que science de l'organisation de la cité. Il va de soi que l'homme doit être voué à la découverte éthique de sa nature politique selon laquelle il demeure un être de cité, c'est-à-dire capable de sociabilité, de vivre ensemble. Cette éducation politique de l'homme se posait comme un remède moral contre l'ombre du labyrinthe de l'égoïsme, de l'individualisme, du bourbier de l'ego et de l'apolitisme de l'opinion. Il est incontestable que les dirigeants politiques grecs assignèrent à l'éducation le rôle d'affranchir l'homme des comportements antipathiques et rétrogrades de l'expérience citoyenne au cœur de la cité. Plus vrai encore, ces comportements devenaient des sombres obstacles souvent méconnus ou inconnus de l'organisation politique de la cité. Le vouloir vivre ensemble avait permis de produire des notions civiques et morales qui rivalisent avec le caractère d'une socialité sans sociabilité naturelle. Ces notions civiques et morales, notamment de vertu, de courage, de patriotisme, de civisme et de loyalisme, sont considérées comme des valeurs essentielles qui placent l'homme sur le chemin privilégié de l'apprentissage du vivre ensemble. En réalité, cet apprentissage s'acquiert par la participation citoyenne à la vie de la cité. Cette participation implique une invitation à la responsabilité de chacun et de tous à l'égard de la cité, et se concrétise par l'expression politique de l'harmonie intérieure de la cité. Il faut signaler que cette élaboration philosophique de la politique du souci constant de l'éducation à la citoyenneté portait sur la préoccupation politique du bien commun. La rationalisation de la valeur morale suprême du vivre ensemble s'imposait comme une finalité, à partir de laquelle et dans laquelle s'ordonnait tout le projet politique rationnel. La cité représentait un ensemble d'individus liés par un seul et même destin politique. C'est à partir de là que pouvait jaillir toute la nécessité morale de l'intégration de l'homme dans la cité, donc sa capacité de collaborer avec les autres. En tout état de cause, le plaidoyer de l'organisation de la cité ici était centré sur le problème du bien commun. Il n'y avait de cité, et par conséquent de politique, que pour le bien commun, parce que ce fut pour les cités antiques un véritable don de Dieu à la race humaine. I1. La cité, foyer de l'apprentissage du vivre ensemble. L'homme pourrait-il trouver le bonheur de sa vie en l'absence de la cité ?
Ou encore la cité serait-elle le lieu par excellence du vivre ensemble? Comment faudrait-il faire le plaidoyer de la construction morale et politique du vivre ensemble, à travers la cité? Il nous revient d'abord de dire que l'homme est né pour vivre ensemble. Il n'existe véritablement que dans et pour la cité. Il est simplement naturel qu'il demeure un être de cité, condamné à vivre en société. Tout le meilleur de sa vie, c'est de vivre dans la cité et d'apprendre à vivre avec ses semblables en se donnant un mode de vie bien réglé sous le sceau des lois. Cette invitation philosophique de l'homme à la découverte de sa vraie nature sociable dans la cité implique perpétuellement l'apprentissage de la vie en société. Elle ouvre inévitablement la possibilité de penser à une éducation politique des hommes au sein de la cité. Pour notre part, le vivre collectif dans la cité athénienne se basait sur la possibilité de défendre une éthique du bien commun. Une telle éducation politique cherchait à sauvegarder une certaine prospérité collective, en faisant du renoncement à l'individualisme la condition de l'amour et du salut de la cité. Définir l'homme à partir de sa nature sociable, c'est lier toute sa vie et sa raison d'être à la participation au vivre ensemble. Grâce à ce destin social inscrit dans sa nature, l'homme ne peut vivre et croître sa sociabilité que dans la sauvegarde du bien commun. Il ressort clairement que dans la conception ancienne de la cité, le vivre ensemble n'était pas d'abord guidé par l'expression citoyenne du choix d'un contrat politique, mais par la disposition rationnelle humaine elle-même dans laquelle découle la possibilité de réaliser librement et pleinement une communauté politique du bien commun. Ce qui donne lieu de dire que le vivre ensemble était fondamentalement vécu et pratiqué grâce à la suprématie conférée à l'idée force du bien commun. C'est cette idée qui servait de point de départ de jugement et d'appréciation, pour savoir si les valeurs d'une cité pouvaient favoriser la réalisation effective d'une vie paisible et meilleure des hommes. Dans cette perspective, le problème principal qui émergeait de la cité ne portait pas sur la parodie de l'idéologie moderne du contrat social. Cette parodie repose souvent sur une société sans sociabilité naturelle humaine. Au contraire, la cité fut le lieu dans lequel l'homme découvrait d'abord en lui le sens d'unité, de solidarité, de fraternité et d'humanité dont l'opération du passage éthique allant du non encore vivre ensemble vers le véritable apprentissage du vivre ensemble était aussi naturel que nécessaire. I2. L'expérience démocratique athénienne, socle de l'apprentissage du vivre ensemble. Il est insoutenable de dire que l'expérience démocratique athénienne n'avait pas eu ses zones d'ombre. La relecture de cette expérience n'est pertinente à nos yeux que dans la mesure où elle pose les fondements de la sagesse politique athénienne de l'apprentissage du vivre ensemble. En effet, le bien commun étant ce à quoi visait perpétuellement la cité, la communauté des citoyens s'investissait dans le règlement des différends sociaux en évitant de tomber dans le piège d'asocialité, d'enfermement individualiste ou encore le danger de l'humiliation de l'autre. C'est la raison pour laquelle en remontant l'acte de naissance de la démocratie athénienne au gouvernement du premier citoyen de l'humanité, à savoir Périclès, il est significatif de recourir à la définition qu'il donne lors du discours funèbre de Thucydide, le gouvernement qui recherche l'intérêt du plus grand nombre et non celui d'une minorité. Ce régime porte le nom de démocratie dans la mesure où il repose sur la liberté et l'égalité de tous devant la loi. Cette démocratie du VIe et VIIe siècle, avant notre ère, fut une démocratie directe, c'est-à-dire fondée sur la souveraineté de la communauté des citoyens. Elle donna lieu à l'acquisition des règles constitutives de justice équitable et d'égalité politique pour tous les citoyens. Voilà pourquoi le citoyen participait au vivre ensemble, ce qui veut dire à l'assemblée du peuple, et pouvait prendre la parole sur l'agora au nom de l'égalité des droits et devoirs civiques. Cette participation lui conférait un droit de cité et d'expression politique dans la cité. L'originalité de la démocratie athénienne vient donc de la survie morale de la notion politique du bien commun à l'abri de la cupidité humaine, qui crée un déséquilibre dans l'organisation de la vie politique de la cité. Voilà la raison décisive de la compréhension du refus moral du régime aristocratique chez les Grecs, dont l'apprentissage du vivre ensemble était chargé de la notion de la hiérarchie des classes, sous l'ampleur visible du maintien de l'inégalité sociale institutionnalisée parmi les hommes par la discrimination.
Alors que l'univers politique souhaité pour vivre ensemble consiste en la réalisation de la vocation morale de la cité qui demeure proprement une communauté des semblables, et qui a pour fin la vie meilleure possible. Donc, la quête incessante du bien commun sans considération des classes et sans discrimination des hommes. Dans le régime aristocratique antique, l'incarnation du bien commun comme ligne directrice de la possibilité d'un rêve politique du bien-être social de tous était loin de prendre corps dans la cité. Cela s'explique par le fait que certaines classes sociales menaient une vie confortable des riches dans la mesure de leur richesse, et d'autres, par contre, une vie morbide et misérable des pauvres dans la mesure de leur pauvreté. Cette inégalité sociale faisait perdre à ce régime aristocratique la fonction politique de la sauvegarde des droits et devoirs civiques des citoyens, et surtout celle du bien commun comme moteur de l'apprentissage du vivre ensemble pour l'amélioration des conditions de vie de tous les hommes. C'est ce triste état des choses qui fut à l'origine du mépris critique du régime aristocratique en Grèce antique. Ce qui avait obligé les dirigeants politiques à s'engager dans une nouvelle vision fondatrice d'un régime politique, qui soumettra la cité à l'épreuve rationnelle du règne du principe du bien commun, comme fondement moral du vivre ensemble dans la cité. Dans ce cas, la moindre dérobade immorale possible d'un malicieux penchant humain basé sur le piège politique de l'égoïsme aristocratique des classes nobles au grand dommage social des autres classes ne serait plus possible à leurs yeux. Voilà l'impérieuse urgence de l'origine de la démocratie athénienne. C'est dans un contexte intellectuel, culturel d'ambition critique pour une nouvelle orientation politique de la cité que les Athéniens avaient tourné le regard philosophique vers la démocratie, afin que le souci primordial du bien commun et la grandeur de la valeur de la justice soient les finalités morales pour le rétablissement d'une cité politique égalitaire. Le bien commun devenait, pour ainsi dire, le lieu de la législation permanente de l'action politique de la cité, un mot d'ordre dans lequel l'exécutif était presque inexistant. Il était confronté à la lutte permanente entre la souveraineté des assemblées populaires et le pouvoir des magistratures éparses à cause des présidences éphémères. La démocratie athénienne donnait l'image d'un seul souverain ou d'un seul magistrat impersonnel qui veillait nuit et jour sur la cité. La loi impersonnelle et générale du bien commun. Pour assurer la sauvegarde politique du bien commun, on peut ici traduire l'esprit de Solon, ce législateur athénien qui avait entrepris des réformes institutionnelles profondes dans la cité athénienne. Pour sa part, le vivre ensemble consiste à faire accéder la cité à l'éthique de la recherche constante du juste milieu entre les attentes populaires et les exigences des familles aristocratiques. Il met en relief les notions morales comme la dikē, c'est-à-dire la loi respectée par tous et applicable à tous. Cette loi doit être toujours supérieure aux passions individualistes, aux soucis égoïstes désorganisateurs de l'ordre juste et équitable de la cité. Le scrupuleux respect de la loi s'imposait comme la norme idéale pour préserver le bien commun, dans un esprit d'unité et de sociabilité au sein de la cité. Ensuite, il fait également référence aux autres normes éthiques, notamment le nomia, notion qui relève de la prudence en politique. Cette disposition éthique à la prudence conserve la juste répartition des richesses entre les classes sociales. Enfin, la sophrosme, notion purement spirituelle, proche de la sobriété. Elle représente un stade de maturation morale de la béatitude de l'humanité de l'homme, comme un dépassement des émotions, des passions et des instincts pour atteindre une sorte de sympathie humaine dans la société. À notre sens, Solon avait déjà préparé à sa manière l'avènement du respect et de la consolidation du vivre ensemble dans le régime démocratique athénien, dans la mesure où Athènes fut la première cité à fonder son organisation politique sur les principes démocratiques universels de liberté, d'égalité et de justice. I3. L'émergence de la citoyenneté athénienne comme point d'aboutissement et d'accomplissement du vivre ensemble. La naissance de la démocratie dans l'Antiquité grecque est sans doute liée à la crise de citoyenneté, conjuguée de l'injustice sociale des classes à cause du régime aristocratique. Ce régime politique qui pourtant reposait sur l'excellence des meilleurs de la cité dans un univers social hiérarchiquement bien établi, devrait permettre à chacun de trouver sa place en fonction de ses talents et vertus. En effet, le nœud du problème résidait dans cette gouvernance aristocratique qui impliquait donc la connaissance métaphysique de l'ordre des choses et des dispositions naturelles des hommes doués de sagesse politique.
Il résulte de cela que le régime aristocratique excluait dans l'ordre de la participation à la souveraineté tous ceux qui ne pouvaient pas être issus d'un sang noble ou revêtus d'un savoir politique compétent et vertueux. Malgré tout, les gardiens apparemment vertueux du régime aristocratique, même en apprenant, comme le croyait Platon, l'esprit de la lumière philosophique, n'avaient pas pu gouverner la cité par la puissance éclairée de la raison, source de la vertu politique. Puisque la cité athénienne ne fut pas parfaitement juste et égalitaire par le gouvernement des meilleurs des hommes de la cité. En clair, les aristocrates, après avoir contemplé la vérité de la cité platonique idéale, n'avaient pas pu supporter sa resplendissante lumière et matérialiser la splendeur de sa plénitude dans la cité terrestre. Du coup, au lieu de pratiquer l'art politique de servir le plus grand nombre, ils étaient devenus des dirigeants perdus dans le mythe de la caverne, en déshonorant leurs sujets par les défauts de gouvernance. Ce fut donc l'augmentation de l'injustice sociale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.